Bonjour tout le monde, bienvenue sur un tutoriel PHP où je vais vous montrer comment mettre en place très simplement un système d'authentification. Alors il faut bien sûr avoir vu certaines notions de PHP comme les sessions, voilà, vous ayez bien avancé sur le cours en PHP et que vous ayez vu également la partie sur tout ce qui est interrogation d'une base de données, d'accord, avec PHP, puisque nous allons évidemment être amenés à faire ce genre d'opération au cours de la vidéo. Sinon pour SQL, bon bah habituellement, de toute façon comme on va manipuler bien sûr une table SQL, il faut que vous ayez, que vous soyez à l'aise avec ces notions-là. Donc s'il vous manque certaines choses pour ce tutoriel, n'hésitez pas à aller voir sur le cours PHP ou le cours de SQL ce qu'il vous manque afin de suivre au mieux cette vidéo. Alors, par rapport à ce système d'authentification, j'ai remarqué en tout cas, parce que voilà, j'y pensais un petit peu, et forcément avec les retours que je reçois, les messages, etc., que le problème qui arrive assez souvent, c'est qu'on a tendance à, si vous voulez, associer système d'authentification égale session. En gros, les gens qui apprennent le PHP par exemple, pensent que le principe, en fait, la notion de session, c'est simplement en fait finalement un espace utilisateur, d'accord, que une session, ça représente finalement un système d'authentification. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la session en elle-même, c'est un outil que nous allons utiliser pour mettre au point le système d'authentification, mais ce n'est pas en fait que ça. Alors on peut utiliser une session pour autre chose, par exemple, que l'authentification d'un utilisateur. On pourrait utiliser ça pour un panier sur un site marchand, ou tout un tas d'autres usages également qui existent. Ce qu'il faut comprendre, pour faire une petite parenthèse par rapport aux sessions, comme je l'ai expliqué d'ailleurs sur la vidéo, j'ai fait une vidéo spécialement sur les sessions, donc si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur certaines choses, d'avoir des rappels, ou que certaines parties ne sont pas suffisamment claires, n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo. La session, c'est tout simplement un moyen de transmettre des informations sur toute la durée de la navigation. Là où par exemple vous allez faire transmettre des informations d'une page à une autre seulement, avec par exemple un formulaire, et notamment les fameuses super globales get et post, par exemple, ou via une URL, parce qu'on peut passer directement par une URL, pas obligé de passer par un formulaire. Là on a l'information qui va être transmise d'une page à l'autre, et après elle est perdue. On s'arrête là. L'avantage des sessions, c'est une super globale en PHP, je rappelle, c'est que cette dernière, tout au long de la durée de la session, donc de la navigation de l'utilisateur, avant qu'il ferme son navigateur, ou avant une certaine durée avant expiration, les informations pourraient être transmises de page en page, d'accord? Parce que ce soit du formulaire, que ce soit, peu importe en fait comment vous passez d'une page à l'autre, on va tout transmettre à chaque fois. Donc c'est très pratique, et c'est là que du coup que ça intervient, que les sessions interviennent dans le cadre d'un système d'authentification, ou simplement un système un espace utilisateur, parce qu'on va avoir besoin de certaines informations. Une toute simple, à savoir déjà si l'utilisateur est connecté. Il faut pouvoir différencier un simple visiteur d'un utilisateur connecté, et pourquoi pas même d'un administrateur, qui aura accès du coup à des espaces réservés également sur un site web. Et pour une simple autre question, ça peut être par exemple pour mémoriser des données quelconques, ça peut être par exemple le rang de l'utilisateur, s'il a un rôle particulier, s'il a voilà, des informations spécifiques, une adresse ou n'importe quoi, que sais-je comme information, qui aurait du coup besoin d'être attaché à telle ou telle personne. Ça permet en fait simplement cette mémorisation de données d'une page à une autre. Donc c'est ça, les sessions, d'accord, je rappelle, voilà, c'est un petit rappel que je vous fais en ce début de tutoriel, qui est très important et qui sera important pour la suite. Du coup, quand on a compris ça, déjà la mise au point d'un système d'authentification est beaucoup plus simple et paraît beaucoup plus accessible quand on a compris ce principe-là. Et je vais vous montrer du coup comment que ça va se passer en termes de code. Alors on va basculer de ce côté. J'avais tout fermé, tout est là en fait. J'ai préparé un petit peu de code évidemment pour ce que nous allons voir, je vais l'expliquer très rapidement, et dans tout ce que je vais vous montrer ici ou vous expliquer, s'il y a une partie que vous ne comprenez pas, ce sont des choses qui ont déjà été vues, soit en PHP, soit une petite partie en SQL, donc il faudra revenir sur les cours en question et les vidéos dédiées si jamais vous bloquez et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. En gros, pour faire simple, alors j'ai une partie qui est ici, on va vous montrer un peu là, on a donc le fichier, je vais y arriver, qui est la page d'accueil, qui va représenter la page d'accueil du site. Ça, on va en parler un petit peu après, c'est un petit fichier que j'ai préparé en fait, où on va pouvoir écrire des petites fonctions qu'on pourra éventuellement utiliser pour notre tutoriel, mais on verra, pour le moment il est vide, il n'y a rien dedans. On a ici une simple classe, donc j'ai fait une classe en PHP, donc ça, je ne vais même pas vous montrer le contenu du fichier, parce que ce n'est pas intéressant, mais j'ai préparé ça simplement pour pouvoir faire la connexion à la base de données, pour pas avoir à écrire durant la vidéo chaque étape en fait, pour la connexion à la base de données via PDO, et le système des requêtes et compagnie. Donc tout est déjà prêt en fait, il n'y a plus qu'à utiliser cette classe via une simple méthode, donc ça c'est surtout pour gagner du temps au niveau de la vidéo. Et le content, simplement, ce qui va en fait être une autre page du site. Donc on peut imaginer, pour simuler un peu l'environnement, qu'on a donc la page d'accueil de notre site, et on a ensuite cette page qui sera une autre page du site, d'accord, un autre endroit. Voilà comment ça se résume. Pour la page d'accueil, très simplement, donc vous voyez que j'ai mis du HTML, j'ai intégré du HTML ici,
D'ailleurs, je vois... Ah non, c'est bon, parce que je pensais que j'avais pas fermé la balise PHP du fait qu'il y ait du HTML, mais si. Donc, très simplement, d'accord, une simple page, je l'indique, voilà, page d'accueil, etc. Avec un formulaire de connexion, on va s'en servir, vous comprendrez pourquoi, et différents liens, donc ce qui sera un peu le menu qui me permettra de passer d'une page à l'autre, pour pas avoir à taper dans l'URL et que ce soit plus rapide, pareil au niveau de la vidéo. Ici, on vérifie tout simplement que le formulaire a été validé, et si c'est le cas, que les informations ont bien été remplies, et si jamais les informations du formulaire ont été remplies, je fais simplement un petit printer, donc c'est pour afficher le contenu de cette super global post. Ça me permettra de faire des vérifications pour voir que le formulaire a bien transmis les informations telles qu'on le voulait. Tout simplement, donc rien de compliqué, normalement vous êtes censé être parfaitement à l'aise avec tout ce qui est présenté ici, et si ce n'est pas le cas, encore une fois, revenez sur les vidéos en question pour revoir certaines notions. Pour la page qui présente donc l'autre contenu, donc une autre page HTML, toute simple, et on retrouve également le menu. Voilà, d'accord? Donc vraiment, rien de compliqué par rapport à ça. Comment que ça se passe au niveau de l'authentification? On va passer sur le navigateur, voir un petit peu comment que ça se présente. En gros, on a ici une navigation, très simple. Je peux naviguer de page en page, ok? Donc après, bien sûr, tout ce que je vous montre ici dans ce tutoriel sera tout à fait applicable sur un vrai site concret, en production, etc. D'accord? Il ne s'agit pas de faire un petit cas scolaire juste pour les débutants et terminer. Vous allez vraiment ici apprendre à faire un système d'authentification qui est parfaitement réutilisable et qui propose déjà tout ce qu'il faut pour être appliqué sur votre propre site ou sur un site quelconque que vous seriez amené à développer. Donc là, on a le petit menu pour naviguer, d'accord, d'une page à l'autre, pas de problème. Ici, on va pouvoir se connecter, d'accord, mais avant tout, déjà, avant de parler de système d'authentification, il faut avoir quelque chose en fait qui permet d'enregistrer vos utilisateurs. Pour cela, on utilise bien sûr SQL par exemple, et notamment un système de gestion de base de données, pour avoir une table d'utilisateurs. J'ai évidemment préparé cette table avant, donc je vais vous montrer ça rapidement. J'ai fait donc une base de données formation vidéo DB, hein, ça c'est le nom de la base de données, d'accord, pour information. J'ai fait une table ensuite site users, d'accord, avec un petit underscore, et voici les différents champs de la table, d'accord. L'identifiant, ça c'est pour l'incrémentation, on s'en fiche. On a l'utilisateur, le mot de passe, d'accord. J'ai mis en varchar 255, vous comprendrez pourquoi aussi. Une date en fait d'enregistrement, quand le compte par exemple a été créé, et ensuite si l'utilisateur est administrateur ou non. Donc c'est comme un booléen. En gros, si ça affiche, si c'est 0, ce qui est mis, vous voyez, comme valeur par défaut, c'est un utilisateur standard, et si c'est à 1 par exemple, je considère que l'utilisateur est administrateur. Et du coup le visiteur, c'est ni 0 ni 1, ça peut être par exemple -1 ou n'importe quoi, ou pas de valeur du tout. Donc voilà les informations qui nous seront utiles. J'ai pas mis plus d'informations, email, etc., adresse IP ou que sais-je. Encore une fois, pour l'exemple, ça suffira amplement pour réussir et pour montrer en tout cas ce tutoriel. Voilà comment que ça se présente. J'ai bien sûr, alors on va faire un simple select étoile from site user, enregistrer des utilisateurs. J'en ai enregistré 3, ils ont déjà leur username, ils ont une date fictive bien sûr. Ici admin, bon j'ai mis ce compte là en admin, les autres sont en normal, d'accord, vous voyez 00 et celui-là est à 1. Et on a ensuite, comme vous voyez, un mot de passe qui a l'air très long. Et ça va être important parce qu'on va en parler pour la suite, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne et comment que ça se met en place. Voilà pour les informations en base de données. Donc évidemment, il faut que vous ayez ces informations-là. Généralement, quand on fait son propre site, on va créer son propre utilisateur en base de données, d'accord, qui est généralement l'administrateur, et après, d'autres utilisateurs viendront petit à petit s'ajouter à la base de données en s'inscrivant. Moi, je n'ai pas fait de formulaire d'inscription, d'accord, vous savez comment, et vous avez appris à ajouter, à insérer des informations dans une base de données, c'est des choses qu'on a vues en PHP, qu'on a vu également si nécessaire en SQL concernant les requêtes à faire, donc vous pouvez largement, vous êtes largement capable de faire ça. Ici, nous, ce qu'on veut simplement, c'est distinguer, parce que là, pour le moment, vous voyez que l'utilisateur est un visiteur, d'accord, il a accès simplement à ces choses-là, on n'a pas accès à du contenu supplémentaire. Alors après, on verra pour ajouter un contenu, par exemple, spécifique à un utilisateur connecté, pourquoi pas un administrateur, pour faire la distinction entre tout ça. On a un simple formulaire, du coup, qui va lui permettre de se connecter. Donc en gros, ça, s'il était connecté, on ne lui proposerait pas. Généralement, on indique que la personne est bien connectée, et on propose par exemple un bouton de déconnexion. Là, c'est a priori, si le formulaire est visible et présent, c'est que la personne n'est pas connectée, donc on l'invite à le faire, si bien évidemment il possède un compte. Encore une fois, sur un vrai site, il faudrait également un formulaire pour lui permettre de s'inscrire s'il n'a pas de compte. Sinon, il n'aura jamais de compte, et ça va être un peu compliqué de pouvoir se connecter. Donc nous, ce qu'on veut faire, déjà, c'est cette information-là. Alors, au niveau de la connexion, comment que ça va se passer? Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué au niveau des sessions, la seule distinction finalement, l'usage des sessions pour notre système d'authentification, c'est de pouvoir mémoriser des informations. Qu'est-ce qui est important de mémoriser? Déjà, on va permettre de vérifier quand la personne, admettons, va remplir son formulaire, on va vérifier ces informations-là en base de données. En gros, on va vérifier que l'identifiant saisi et le mot de passe, il faut absolument les deux, soient
trouver en base de données, d'accord, qu'on trouve ces deux informations-là, et si c'est le cas, on connectera en fait l'utilisateur. Et ça là, peut-être pour certains, parmi vous, c'est pour ça déjà vous suivez ce tutoriel, qui a un petit problème, voilà, quelque chose qui vous gêne, c'est de vous dire comment je simule, voilà, comment je passe de cet état de simple visiteur à connecté. Eh bien, c'est dans la question, en fait, c'est tout simplement un état, d'accord? Il y a juste une information qui change. Et cette information-là, on va pouvoir l'utiliser via justement notre super global, c'est-à-dire les sessions. D'accord? On pourra travailler avec la super globale des sessions pour ça. On aura une simple information qui dira tel utilisateur est connecté ou non. Pour toutes les pages de votre site où vous aurez besoin de vérifier cette information, alors généralement on le fait sur toutes, parce qu'on a besoin de savoir si l'utilisateur est connecté ou non à chaque fois, c'est le principe et l'utilité des fonctions, on fera une simple fonction de test pour vérifier, voilà, est-ce que l'utilisateur est connecté, s'il l'est, on présente un certain type de contenu, et s'il n'est pas, on présente un autre. Ici, pour reprendre l'exemple de cette page, la différence pourrait se faire au niveau de cet espace-là. En gros, dans ma fonction, de dire si l'utilisateur est connecté, j'affiche par exemple un message de bienvenue avec son pseudonyme, pourquoi pas. Donc vous voyez, le pseudonyme aura été forcément récupéré en base de données, une information qu'on va avoir besoin de mémoriser en session, et sinon, on lui affiche tout simplement le formulaire. On ne va pas afficher un formulaire de connexion si l'utilisateur est déjà connecté. En plus, psychologiquement, si l'utilisateur voit un formulaire ici de connexion alors qu'il est connecté, il va penser qu'il ne l'est pas. Donc pensez aussi à ce côté-là, qui est le visuel, qui permet aussi déjà de donner des indicateurs à votre utilisateur. Quand on voit que c'est indiqué vous êtes connecté ou bienvenue avec le pseudonyme, on comprend qu'on l'est. Et c'est juste en fait du visuel, mais vous au niveau du code, c'est que vous allez mémoriser des informations en variable de session. On revient du coup, petit rappel sur le principe des sessions, parce qu'on va en avoir besoin. Première chose, donc là c'est que du rappel, je vais limite copier-coller du code comme j'avais pu vous le présenter dans la vidéo sur les sessions qu'on a vues dans le cours PHP. On va connecter l'utilisateur. Le plus simple, alors pour éviter déjà de répéter le même code tout le temps, on va se servir, alors je vais virer par contre, j'avais un dossier tutoriel là que j'avais préparé mais on s'en fiche, c'est ça, voilà, utile, qui est en fait un simple fichier où je vais pouvoir mettre des fonctions qu'on va avoir besoin de réutiliser souvent. Mon but, c'est pas de répéter le même code à chaque fois, si par exemple je veux vérifier que l'utilisateur est connecté, j'ai pas envie de réécrire le même code à chaque fois. Donc on va définir nous-mêmes, on va créer nos propres fonctions pour faire tout ça. Première fonction qu'on va pouvoir éventuellement faire, c'est la fonction de connexion. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que vous allez voir que je vais avoir quelques petites instructions supplémentaires. Donc au lieu d'écrire 3-4 lignes, je vais en écrire qu'une seule pour l'appel à la fonction. Ce qu'on va faire, function, on va faire login. Alors je vais l'appeler, je vais lui donner un nom très simple. Vous pourriez bien sûr dans un vrai cas donner un nom plus explicite que ça, parce que c'est peut-être un peu court d'appeler ça juste login. Et moi je vais l'appeler comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'une information? On va retourner un booléen pour cette fonction-là. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Première chose, donc là c'est que du rappel, je vous réexplique pas le code parce qu'on l'a déjà vu sur les sessions encore une fois, donc ça c'est à vous. Alors c'est pas du tout ça, c'est session ID. S'il n'existe pas, on connecte l'utilisateur. Enfin en tout cas on initialise les sessions. Donc ça passe par session start. Et ensuite je vous avais expliqué que pour ajouter un petit brin de sécurité, on régénère l'identifiant à chaque fois. Dès qu'il y a une nouvelle session, on régénère l'identifiant pour pas être sur quelque chose d'ancien. Au moins on est sûr. Terminé. Si cette partie-là s'est bien passée, on return true. Ça c'est plus pour nous, pour pouvoir vérifier qu'on a la connexion s'est bien passée. Et si on en est là, c'est que la connexion n'a pas pu se faire, puisque, enfin c'est même pas ça en fait, c'est plutôt en fait que l'utilisateur est peut-être déjà connecté, puisque si session ID c'est que l'utilisateur est déjà connecté. Donc on va éviter de connecter l'utilisateur, c'est déjà fait. D'accord. Donc limite, je sais même pas si on pourrait retourner, enfin si false, le false ça pourrait faire penser du coup qu'on a eu une erreur. Mais bon, passons. Nous on veut juste pouvoir le connecter, et on fait ça du coup un peu plus proprement. Voilà pour cette partie. Donc là, je rappelle que, petit rappel, le session start, tout ce qui est initialisation de session pour les cookies, tout ça, doit être fait avant tout affichage sur votre page, que ce soit des espaces blancs, de l'HTML ou autre. Donc c'est la première information à mettre. Donc là, vous voyez, au lieu de réécrire à chaque fois tout ce code, j'ai juste à faire appel à ma fonction. Alors évidemment, on n'oublie pas d'inclure le fichier, sinon on ne pourra pas appeler à la fonction. Et là, je vais juste faire ça. Voilà, comme ça, en une ligne, j'ai fait l'appel à tout ça. Ça me fait gagner du temps, et si j'ai besoin de répéter ce code dans une autre page, et ça va être le cas, j'aurai juste cette ligne-là à mettre. Bien sûr, si vous faites les choses encore plus proprement, au niveau de ce qui est page, d'accord, par exemple l'affichage de votre page, vous n'allez pas répéter comme ça dans différents fichiers. Généralement, on le fait dans un seul fichier, pour notamment faire un système de template, et après, on peut comme ça, tout simplement faire appel
au contenu du fichier de template, et ça évite de répéter ce code. Parce que là par exemple tout bête, si le menu ici change, vous voyez il a été ici répété là. Donc bien sûr dans un vrai cas, on ne va pas s'amuser comme ça à dupliquer à chaque fois le menu, sinon on obtient du contenu statique. Donc là je vais faire ça, ces informations là du coup je les répète ici, dans mon autre page, parce qu'en fait on les veut sur toutes les pages. Donc en gros toutes les pages de notre site ont besoin d'initialiser les sessions. On veut que ça initialise la session, voilà. Et ça connecte, alors d'ailleurs j'ai mis connect l'utilisateur, mais c'est n'importe quoi le nom que j'ai mis là. Mettre init. Vous voyez, je m'embrouille. Je suis en train de m'enregistrer, du coup je mélange les pinceaux. Voilà, on va plutôt appeler ça comme ça. Le login ça fait genre connexion, alors pas du tout. Voilà, on a juste initialisé les sessions PHP. Ok, ça c'est fait. On verra éventuellement comment on fait pour l'inverse, c'est-à-dire détruire les sessions. Mais pareil, on l'avait déjà vu dans la vidéo dédiée à cela. C'est tout simplement deux fonctions, session unset, pour enlever en fait tous les contenus qui ont été mémorisés, et session destroy, d'accord, pour enlever tout simplement les sessions. Donc deux fonctions, éventuellement on pourra le faire là. Pourquoi pas mettre clean php session. Est-ce que non, on va laisser comme ça. Hop, on va mettre session unset, parce qu'on s'en servira plus tard, donc autant le faire. Voilà, tout simplement. Très simple les fonctions, rien de compliqué. Maintenant, pour la partie, donc ce qui va permettre de distinguer l'état de simple visiteur à utilisateur hôte, ça va être à vous en fait de le choisir. Il n'y a pas de règle absolue qui disent pour un utilisateur il faut que les règles soient comme ça, pour un administrateur comme ça. C'est à vous de choisir comment vous distinguez l'un de l'autre. Moi pour l'exemple de la vidéo, pour ce tutoriel, j'ai fait quelque chose de très simple. Un visiteur ne possède pas de RAM parce qu'il n'a tout simplement aucun compte en base de données, d'accord, il n'a pas d'informations enregistrées en base de données. Un utilisateur standard a pour user rank, alors je sais pas si, ah non c'est user admin pardon, j'avais changé le nom entre temps. Voilà, j'ai fait un champ de table qui s'appelle user underscore admin. S'il est à 0, c'est qu'il n'est pas administrateur, s'il est à 1, c'est qu'il l'est. Donc on pourra éventuellement plus tard, on la complétera un peu plus tard, on verra par la suite, faire une fonction isAdmin, okay, qui retournera un booléen. Oh non, arrête de me mettre des trucs tout seul toi. Et on vérifiera, on fera un simple test, si user rank, qu'on aura mémorisé en variable de session. C'est là que vous voyez que du coup le principe des sessions est utile pour notre système nos systèmes en fait de connexion utilisateur et même d'espace utilisateur. Et si c'est le cas, on fera un return true et sinon on fera un return false. Donc on verra un peu comment on enregistre ça. Et pour le moment je ne mets rien puisque voilà, on va avoir l'information plus tard. On complétera ça par la suite. Mais on a quand même quelque chose comme ça. Pour le même principe, on pourra faire une fonction est-il connecté, is logged. Et ça c'est utile, par exemple vous voulez interdire l'accès, l'affichage de quelque chose ou l'accès à un utilisateur qui serait juste un visiteur. Et bien cette fonction vous permettra de le vérifier. Si votre fonction valide l'utilisateur, c'est qu'il est connecté, sinon c'est qu'il ne l'est pas. Et vous pourrez comme ça gérer le traitement de vos pages en fonction. Et là pareil, pour le moment je mets que par défaut il l'est. Voilà. On complétera ces deux fonctions un petit peu plus tard. Donc ça c'est très important d'avoir comme ça des fonctions différentes et à vous après de gérer comment, encore une fois, vous distinguez tel utilisateur d'un autre, d'un administrateur, d'un responsable technique, d'un webmaster, enfin peu importe. Après c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous utilisez en base de données ou qu'est-ce que vous utilisez dans votre implémentation de votre site pour définir en fait des rôles entre chacun des utilisateurs et du coup des droits. Parce que chaque rôle en fait octroie certains types de droits et pas les mêmes non plus. Si un simple utilisateur a accès à la partie administration, c'est quand même très problématique. On passe sur cette partie. Voilà, alors ça, c'était juste pour vérifier que le formulaire marche, on va la vérifier tout de suite. On va faire ça, vous voyez si tant que je fais ça, que je mets qu'une seule information, en fait ça renvoie directement sur la même page, ça n'affiche rien. Et dès que je saisis quelque chose, je voulais vérifier qu'on récupérait bien les informations. Donc on les récupère bien, pas de souci. Donc ça, c'est plus pour de la vérification au niveau des champs là, pour la suite de ce qu'on aura à voir. Ok pour cette partie ici. Au niveau des informations, c'est-à-dire qu'au niveau de l'aspect sécurité, petite parenthèse très importante, c'est qu'au niveau base de données, il y aura toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est trouver le bon compromis en fait entre sécurité et côté pratique pour l'utilisateur. Alors le problème, c'est qu'en ajoutant de la sécurité sur votre site, et c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas échapper, vous êtes un peu obligé en fait de sécuriser votre espace. Vous avez des responsabilités en tant que développeur web, en tant que webmaster, en tant qu'administrateur. Mais dans tous les cas, quand on rajoute de la sécurité, ça rend les choses moins pratiques pour l'utilisateur. Je prends un exemple tout simple, un utilisateur qui oublie son mot de passe,
La facilité voudrait qu'on lui renvoie son mot de passe, tout simplement, d'accord, c'est rapide, hein, voilà, il a oublié son mot de passe, bah tu l'as oublié, tiens, je te le renvoie, terminé. Et ça, c'est pas sécurisé du tout. Donc, généralement, ce qu'on va faire, bah, on va renvoyer une page, d'accord, un lien, qui va permettre à l'utilisateur de créer un nouveau mot de passe. Mais vous voyez déjà, bah, c'est un peu plus embêtant, parce qu'il faut que l'utilisateur signale donc son adresse email pour recevoir un mail de réinitialisation, clique sur le lien, change son mot de passe, etc. etc. Donc forcément, ça rajoute voilà, un côté un peu contraignant à l'utilisateur, mais qui est obligatoire. Donc ça, ne cédez pas, c'est important, c'est un petit conseil, aux caprices d'un utilisateur en vous disant, voilà, de peur de perdre quelques visiteurs, même sur un site commercial, hein, voilà, un site e-commerce ou autre, de peur de perdre quelques potentiels clients, du coup, bah, je ne sécurise pas voilà, mes accès ou autres, parce que bah, l'utilisateur, voilà, si en plus il doit attendre un mail pour initialiser son mot de passe parce qu'il l'a oublié, il va partir, il ira ailleurs. Tant pis, voilà, il faut accepter à un moment donné ça, et ne pas pour autant mettre à mal l'ensemble des données de vos autres utilisateurs, parce qu'en plus, juridiquement parlant, c'est à vous que ça posera des problèmes, hein, si ça se retournera contre vous, dans tous les cas. Donc là, vous n'avez pas vraiment de choix possible. Donc c'est la petite parenthèse. Au niveau de l'accès à la connexion, comment on fait? Une autre question que vous vous posez peut-être, c'est en termes de sécurité, donc alors des comptes, qu'est-ce que l'on stocke et comment? On sait qu'on a un couple généralement identifiant mot de passe. L'identifiant peut être un simple pseudonyme, une adresse email ou un code, quel qu'il soit. Et le mot de passe, bah, c'est une information que l'on va stocker. Évidemment, et je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous l'expliquer, de vous faire un cours là-dessus, vous avez compris et vous savez qu'on ne va pas stocker un mot de passe en clair. Si vous regardez ici, les mots de passe, bon, c'est pour l'exemple du tutoriel, en fait, ce mot de passe, en fait, en réalité, c'est le mot passe, tout simplement. Celui-là, j'ai mis passe avec un 2, et celui-là, j'ai mis passe avec un 3. Mais encore une fois, ne mettez jamais ça en vrai, hein, sur un vrai exemple. Là, c'est juste pour l'exercice, pour le tutoriel. Donc ces mots de passe, pourtant, malgré le fait que j'ai mis voilà, le mot passe, passe 2, passe 3, vous voyez qu'au final, bah, le password, bah, il est sous ce format-là. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu. Il n'est pas inscrit en clair. Du coup, comment on stocke un mot de passe? De quelle manière? Est-ce que l'on opère comme opération pour changer ce mot de passe, mais avoir la bonne information, d'accord? C'est-à-dire que ça correspond bien à passe, passe 2 et passe 3, et pas autre chose. Sinon, bah, on risquerait absolument jamais de pouvoir se connecter si on n'a pas l'information nécessaire. On a deux solutions. La première que vous connaissez peut-être, parce que j'en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne, c'est le chiffrement. Le chiffrement, en gros, on a une information en clair, on utilise une clé de chiffrement, d'accord, qui va chiffrer l'information en clair pour produire une information chiffrée. Mais au niveau chiffrement, on peut revenir à l'inverse, c'est-à-dire en ayant la clé de déchiffrement, ou en tout cas la clé qui a permis de chiffrer, on peut revenir à l'étape en clair. En gros, pour faire simple, on va reprendre ici, je sais pas s'il va aimer, je vois le petit commentaire. En chiffrement, très simplement, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur le chiffrement, en tout cas pas maintenant, on va avoir une information A, d'accord? On utilise une clé, et ça va donner B. Cette information B, qui est du coup bah, l'information chiffrée, c'est ça que vous allez stocker par exemple en base de données. D'accord? Ça correspondrait en gros par exemple à ça. D'accord? Jamais je vais stocker par exemple A. C'est-à-dire le mot de passe que l'utilisateur va entrer avec son clavier, par exemple sur un formulaire de connexion. Ok? Nous, on aura juste enregistré ça. Mais c'est pas pratique parce qu'on peut évidemment faire l'inverse. Alors, à condition d'avoir la clé. Par exemple, si vous avez suivi le tuto que j'ai mis sur la chaîne pour chiffrer un disque dur, une clé ou autre, si vous perdez votre clé de chiffrement, vous ne pourrez pas déchiffrer votre disque dur, votre clé. Vous aurez perdu vos données. Donc c'est aussi voilà, un gage de sécurité. Mais on peut quand même, si on a B plus la clé, bien sûr, revenir à A, à l'information en clair. C'est pour ça qu'on peut chiffrer et déchiffrer. Ça, c'est une méthode, mais ce n'est pas forcément celle qu'on recommande le plus, d'accord, au niveau web. On pourrait utiliser ça, mais comme il y a quand même possibilité de revenir à l'inverse, et comme vous serez obligé de toute façon quelque part d'enregistrer cette fameuse clé, si un utilisateur parvient à récupérer l'information chiffrée et la clé, il pourra aisément retrouver le mot de passe en clair. Donc au final, ça rajoute de la complication pour un pirate par exemple pour retrouver l'information en clair, mais s'il veut y parvenir, il pourra peut-être tôt ou tard finir par le trouver. Du coup, l'utiliser du chiffrement, on utilise le principe du hachage. Le hachage, très simplement, donc on va créer un hash, en fait, c'est l'information en clair, d'accord, donc en A, qui va, via un algorithme, produire l'information en B. Elle peut utiliser également ce qu'on appelle un cell. Un cell, en fait, c'est tout simplement une suite de caractères qui va permettre, en fait, via des opérations, donc différentes opérations, itérations, complexifier, d'accord, le schéma, en fait, qui est produit au final.
Et là, parce que sans, voilà, sans rentrer dans les détails du salage, etc. pour le... Donc vous voyez, c'est comme de la cuisine, hein, on a le salage pour le hache, mais sans faire compliqué. La seule information que vous avez surtout besoin de retenir ici pour ce tutoriel, c'est que vous voyez ici, on n'a pas possibilité de revenir à l'envers. Il n'y a pas de clé de chiffrement, de déchiffrement ou autre, d'accord? C'est une fois qu'on a obtenu l'information B, eh bien ça restera l'information B, d'accord? On ne peut pas faire l'étape inverse. Et c'est du coup plus intéressant. Donc là, ce que vous voyez ici, que j'ai mis ici en base de données, ce sont les hashes des différents mots de passe. Donc en fait, si je prends l'exemple ici, passe, d'accord, qui était le mot de passe en clair que j'ai mis pour le premier exemple, a donné tout ça. Et ça utilise Blowfish comme algorithme, mais pareil, je ne vais pas trop rentrer en détail, on n'est pas là pour parler des algorithmes de chiffrement. Et là, on en a d'autres, donc pour passe 2, pour passe 3. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on va le montrer quand je vais vous le montrer quand on va faire usage des fonctions en PHP pour pouvoir générer justement ce différent hash. Voilà, donc ça c'est l'information à savoir. Vous allez, et ça c'est le conseil que je vous donne, en base de données, stocker à chaque fois le hash d'un des mots de passe de l'utilisateur. Déjà, ça assure la sécurité du point de vue, je vous disais, par rapport au chiffrement, où personne finalement n'a possibilité de revenir à l'inverse. Le seul moyen évidemment c'est d'essayer de craquer le mot de passe, mais bien sûr ce sont des algorithmes hein, de hachage qui sont éprouvés, d'accord, qui sont suffisamment fiables pour empêcher cela, d'accord. Et en plus de ça, bah même vous, en tant que webmaster ou autre, vous ne possédez pas le mot de passe de votre utilisateur. Donc c'est un gage de sûreté, enfin de confiance supplémentaire. C'est-à-dire que même vous, étant le responsable du site, vous n'avez pas accès au mot de passe de votre utilisateur. Donc ça parce que n'importe qu'administrateur pourrait stocker le mot de passe de son utilisateur en clair, et manque de bol, imaginez un utilisateur sur votre site utilise le même mot de passe qu'il utiliserait sur son compte Amazon ou autre, vous imaginez bien les dégâts que ça peut faire et les problèmes que ça peut poser. Aussi bien si un pirate accède aux informations que l'administrateur. Vous savez pas si la personne qui gère le site est quelqu'un de confiance et si voilà, il va pas se servir des mots de passe qu'il a en base de données pour aller piocher sur des comptes PayPal et compagnie. Donc faut faire attention, encore une fois, ne faites jamais confiance à l'utilisateur, mais ne faites pas forcément pour autant confiance non plus aux administrateurs de sites. Voilà. Donc ça c'est un bon moyen du coup, parce que l'utilisateur en lui-même, la personne qui gère le site, ne possède pas votre mot de passe. Là par exemple, bah, si Chuck Norris demain me dit j'ai perdu mon mot de passe, est-ce que tu pourrais me redonner mon mot de passe, hein, celui que je tape au clavier, je suis incapable de lui donner. Clairement incapable. Je pourrais éventuellement lui donner ça, il n'en fera pas grand chose malheureusement, mais voilà. C'est toute l'information. Et si un pirate venait accéder à cette base de données, eh bien il récupérait éventuellement ces informations. Donc pour le coup, il aurait les vrais noms d'utilisateurs. Ça c'est voilà embêtant, mais on va pas chiffrer les noms d'utilisateurs. Il aurait des dates ou voilà le rang d'utilisateur, mais il aurait comme mot de passe des hashes. Donc il n'aurait pas l'information en clair. Et là, pour savoir que ça correspond à passe, vous allez voir par rapport à ce principe de hachage, c'est très compliqué. Et c'est plus que compliqué d'ailleurs. Mais on va en parler un petit peu par rapport à la suite de cette vidéo. Je regarde où nous en sommes, une petite demi-heure, parfait. On va passer maintenant à l'étape de hachage. Comment on fait pour acheter cette information? Alors on va partir sur un cas simple, comme je vous disais. Généralement, avant de créer son système d'authentification, on crée directement dans la base de données son utilisateur, à nous, d'accord? Et du coup, vous aurez besoin d'avoir déjà le mot de passe haché. Comment vous allez hacher le mot de passe pour pas l'indiquer en fait directement tel quel? Bah, c'est très simple. Vous allez alors, mettons que vous voulez faire ça, donc déjà cette ligne-là, je vais l'enlever, même on va enlever toute cette étape-là. De toute façon, enfin, même pas, on va faire un exit, hein, pour que la suite de la page ne s'exécute pas. Vous faites votre petite page PHP, par exemple, d'accord, quelconque. Alors non, hop, je ne vais pas enregistrer du tout. Vous mettez, par exemple, un mot de passe. Vous voyez, je vais faire un exemple, d'ailleurs, je vais mettre le même mot de passe que j'ai mis pour mon compte, ici. Et ensuite, vous faites simplement un echo. Alors, password hash. Vous passez le mot de passe, d'accord. Ici, on va utiliser la constante bcrypt, d'accord, pour utiliser bcrypt, donc c'est-à-dire l'algorithme Blowfish, qui est à ce jour le plus utile, d'accord, donc on va dire celui qui est le mieux pris en charge, celui qui est le plus éprouvé, et celui qui est en fait le plus efficace par rapport à ça. Alors il y a d'autres algorithmes qui seront proposés éventuellement plus tard en PHP pour pouvoir effectuer ce hachage, mais là vous pouvez utiliser celui-là, les yeux fermés, il n'y a pas de problème, d'accord, vous pouvez vous contenter de celui-là. Éventuellement, on peut passer des options, d'accord, en troisième argument, qui permettent par exemple de gérer tout un tas d'informations. Alors, on peut gérer par exemple le coût, c'est-à-dire en fait le nombre de fois où on va effectuer des itérations, c'est ce que je vous expliquais, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, pour en fait effectuer le hachage. Par défaut, ça fait 10, d'accord, ça a un coût de 10 en fait pour effectuer ce hachage via cet algorithme, mais on peut changer ça. On peut aller de 4 à, je crois, 31 pour le hachage.
Donc c'est à vous de laisser. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différentes itérations qu'aura besoin de faire en fait l'algorithme prendra un certain nombre de temps. 10, c'est la valeur que vous avez par défaut, donc ça passe dans un tableau associatif, hein, donc c'est ça en fait. Je vous montre tel que c'est par défaut. Par défaut, en fait, c'est ça. Si vous mettez ça, c'est comme ne rien mettre en troisième argument, d'accord? Vous avez voilà un argument qui s'appelle cost, qui est égal à 10 par défaut. Ça va effectuer donc 10 itérations à chaque fois pour pouvoir ensuite calculer tout le hash. Ça prend un certain temps, d'accord, à réaliser ça. C'est-à-dire que mine de rien, même si c'est qu'une seule fonction, ça va prendre un certain temps. Vous pouvez, selon la machine que vous avez plus tard ou par des tests, augmenter ce nombre. Plus ce nombre est grand, donc on peut aller jusqu'à 31 de mémoire, plus le hash sera efficace. Le problème, c'est que le temps d'exécution, hein, pour pouvoir produire le hash, sera long. Donc le bon moyen, le bon indicateur, généralement, c'est, de toute façon, vous pouvez le voir, calculer par exemple le temps d'exécution de votre page, et d'essayer en fait que votre hash, d'accord, la génération du hash ne prenne pas plus d'une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est une bonne référence. Voilà, si vous voyez que ça prend 0,6, 1 seconde ou même plus, évidemment, c'est que le coût que vous avez mis est beaucoup trop grand par rapport à la machine, hein, qui exécute l'algorithme, et que c'est un peu trop long. Et si ça prend trop de temps pour produire le hash, pour le coup, c'est contre-productif. Donc essayez de trouver un bon compromis. Eux, ils mettent 10 par défaut pour la fonction, ce que généralement, ça correspond bien. Si vous voyez que par la suite, en faisant des tests, vous pouvez mettre plus, n'hésitez pas à mettre plus. Hein. Si ça reste, encore une fois, je vous dis, sous la barre des 0,5 secondes, par exemple, pour l'exécution du hash, vous pouvez toujours mettre plus, ce sera plus efficace. Donc nous, on va laisser les valeurs par défaut, mais on va garder ça comme ça. Donc ce que je vais vous montrer, parce que ça c'était important, donc là on va, voyez, j'ai un mot de passe, d'accord, ça c'est ce qui correspondrait au mot de passe que je tape sur mon clavier en connectant, le mot de passe en clair, et ça va me retourner le hash. Si cette fonction ne marche pas, donc c'est bien de le vérifier aussi vous de votre côté, ça retournera false. Donc à vous de vérifier, je le fais pas ici pour gagner un peu de temps, mais à vous de vérifier le retour de la fonction, parce que si il y a une erreur qui est survenue, elle ne retournera pas le hash, mais elle retournera false. Donc ce sera très vite identifiable. On va ici, donc on va sur la bonne page, et voilà ce qui correspond. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Regardez ici, si vous voyez bien. Si vous remarquez, je vous ai dit, donc ce que j'ai mis là, ça correspond au mot pass, hein, PA2SE. Là, pour le code, j'ai fait exactement la même chose. Si vous remarquez bien les deux schémas ici, effectivement, ça commence par le même symbole, hein, ça c'est typique, hein, de Blaufish, ça commence toujours par $1. D'ailleurs, je vous en parle au niveau du mot de passe, il faudra faire attention à quelque chose. C'est bien que j'y pense. Mais vous remarquez qu'en fait, ce n'est pas les mêmes. D'accord, vous voyez, là, ici, on a 2Y, etc. Et après, en fait, si on regarde tout, là, par exemple, on a QNON, et là, pas du tout. Donc ça, c'est bizarre, parce que vous pourriez vous dire, du coup, en prenant le même mot de passe en clair, quand je génère un hash, il n'est pas le même. Et mieux encore, regardez, si je recharge la page, le hash va changer. Hein. Je fais F5, et à chaque fois que j'actualise ma page, le hash change. C'est pour ça, au final, que c'est d'autant plus efficace de hasher un mot de passe plutôt que simplement le chiffrer, puisque le hash produit à la fin ne sera même pas le même. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas comme je vous disais, d'effet inverse, c'est-à-dire de partir du hash et revenir à quelque chose en clair. On a quelque chose qui change. Alors là, une autre question peut du coup arriver, c'est de se dire, mais alors si on a le hash qui change à chaque fois, sachant que c'est ça, hein, qu'on va stocker en base de données, comme là par exemple, comment en fait on va vérifier que l'utilisateur est bien connecté? Parce qu'un coup, le mot de passe, un pass, ça correspondait à ça, et là, en générant sur ma page, ça correspond à ça. Donc là, si on fait la comparaison des deux, il nous dira que c'est pas bon et l'utilisateur il pourra pas se connecter. Pourtant, il aura mis le bon mot de passe. C'est là justement, évidemment, que le langage prend en charge ça, d'accord? Il ne s'agit pas juste de comparer deux hash comme ça, d'accord? Il y a eu un hash produit à un instant T, et c'est ce hash là qui va être vérifié. Pour cela, donc là je vous montre un petit peu, je vous fais découvrir les petites fonctions qui vont nous servir par rapport à cette vérification. On a une autre fonction. Celle-là génère le hash, ok? Et celle qui va le vérifier, c'est la fonction passwordVerify, qui prend en compte le mot de passe en question et le hash, par exemple, qui est stocké en base de données. Donc là, par exemple, je vais faire ceci. Et ici, on va le stocker dans une... Pour le coup, on va le stocker dans une variable. Voilà. Et ça. Et ça, je vais l'afficher. Ça retournera 1, hein, c'est-à-dire true, si ça correspond. Donc si ça correspond au hash qui est généré là, on aura l'affichage de 1 au niveau de la page. On va actualiser. Et vous voyez que ça fonctionne. Si j'actualise à nouveau, ça fonctionne toujours. Donc le hash qui est généré à chaque fois est différent. Pour autant, quand on vérifie le mot de passe avec le hash différent à chaque fois qui est produit, vous remarquez que c'est toujours vérifié convenablement, c'est bien validé. Et ça nous suffit, d'accord? Cela suffit à valider par exemple ce hash que j'ai ici en base de données. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire, et on va le voir parce que c'est le but de la vidéo quand même,
on va effectuer une requête pour récupérer les informations, voir qu'elles existent bien, et si elles existent, on va vérifier le mot de passe via cette fonction-là. Donc le username, vous pourrez faire une simple comparaison, hein. If le username rentré par l'utilisateur correspond à celui que vous avez récupéré de la base de données, et pour le mot de passe, on utilisera password verify. Très rapidement, vous avez d'autres fonctions qui sont éventuellement pratiques. Vous avez aussi, je la montre rapidement parce que je pense pas que je vous la montrerai, on a password get info, qui va renvoyer un tableau, d'accord? Alors get info sur le hash, hein, d'accord? Il faut passer le hash ici en argument, et ça vous retournera tout simplement un tableau avec toutes les informations, l'algorithme utilisé, le coût utilisé, etc. C'est une fonction qui est notamment utilisée lorsque vous allez avoir besoin de refaire un hash de mot de passe. Dans quel cas ça peut servir de refaire un hash de mot de passe? Exemple tout bête, je vous en ai parlé tout à l'heure. Admettons que jusqu'à présent vous faisiez comme ça, vous hashiez vos mots de passe avec les options par défaut, c'est-à-dire un coût de 10, d'accord? Donc tous les utilisateurs qui vont s'inscrire, quand vous allez enregistrer en base de données leur mot de passe, vous allez utiliser cette fonction. C'est-à-dire qu'avant de stocker en base de données leur mot de passe et leur pseudonyme, vous allez utiliser ça. Ça aura eu un coût de 10 et c'est ce qui va stocker en base de données. Maintenant imaginons demain, vous dites je peux renforcer un peu plus, au lieu de mettre un coût de 10, je mets un coût à 13 par exemple. Le problème c'est que effectivement tous les nouveaux utilisateurs, comme ils vont s'inscrire sur votre nouveau code que vous aurez fait, le coût utilisé pour leur hachage sera bien de 13. En revanche, pour tous les utilisateurs déjà enregistrés avant, comme vous aviez fait à l'époque avec un coût de 10, hein, le coût par défaut, ils resteront à 10. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, éventuellement, d'accord, c'est absolument pas obligé, mais c'est quand même pas mal d'en faire usage, vous pouvez décider toujours d'utiliser la fonction. Alors c'est needs, hein, oui c'est ça. Je vais y arriver, needs rehash. Elle prend. Alors, il est où le mot de passe? Il est là. D'ailleurs, je vais mettre plutôt ici, parce que sinon ça va pas être... Là, on va laisser ça comme ça. Elle va prendre le mot de passe, d'accord? Et elle va prendre le hash. Elle se sert des informations du hash, vous savez, le fameux password get info que je vous ai montré tout à l'heure, et en fonction, comme elle va retrouver toutes les informations comme l'algorithme, le coût, parce que peut-être même que vous changerez d'algorithme plus tard, hein, là pour le coup c'est bcrypt, mais si un jour il sort un nouvel algorithme plus efficace et que vous voulez remplacer votre fonction de hachage par ce nouvel algorithme, vous avez peut-être envie de l'appliquer même aux anciens utilisateurs de votre base de données, à tous les utilisateurs, pas seulement les prochains qui s'inscriront. Donc en faisant ça, il va comparer par rapport à toutes ces informations. Et si cette fonction voit par rapport aux informations du hash que des choses ont changé, d'accord, que les options que par exemple vous avez indiquées sont à mettre à jour, il va faire un hachage à nouveau de tous les anciens mots de passe pour les appliquer, en fait leur appliquer le nouveau hash avec éventuellement le nouvel algorithme que vous avez choisi et éventuellement les nouvelles options. Donc ça, fonction très intéressante, hein, très utile aussi. Voilà, quand vous avez par exemple un changement que vous faites sur le hash, vous utilisez cette fonction-là pour l'appliquer également à tous vos autres utilisateurs. Donc ça peut valoir le coup par rapport à ça. Donc où est-ce qu'on le met? Tout simplement, si un jour vous mettez à jour votre fonction de hachage, à l'endroit où vous connectez l'utilisateur, vous ferez appel éventuellement à ça. Si l'utilisateur est déjà à jour, ça ne sera pas appliqué, et si ce n'est pas le cas, ce sera fait, et ça permettra au fur et à mesure que tous vos utilisateurs se connectent à votre site, mettre à jour le hash de leur mot de passe dans votre base de données, et donc d'avoir quelque chose de plus sécurisé à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est très important aussi, c'était bien d'en parler pour que vous sachiez à quoi ça sert, et que c'est pas juste là pour faire joli. Alors je pense qu'au niveau information, je vous ai dit pas mal de choses qu'il y avait à voir. On va du coup passer plus en pratique, c'est-à-dire effectivement avec les informations en base de données, comment on vérifie tout ça. On est ici, on va pas trop perdre de temps non plus. Ça c'est le début de la page du coup. Maintenant que je vous ai montré comment fonctionnait tout ça, on va mettre en pratique toutes ces informations. On a préparé la session, ok, pas de souci. Donc on prépare la session, très bien. L'utilisateur ici, on considère encore une fois qu'il a validé le formulaire, il veut se connecter. Très bien. On a du coup deux informations. Alors on va faire simple, on va mettre username, ça c'est pour pas avoir à retaper tout ça parce que c'est très long. Et le password, on va remettre tout ça. Ok, voilà ça. Première chose à faire déjà, c'est de vérifier via une requête, d'accord, SQL, que l'utilisateur existe bien, selon ces deux informations-là. S'il n'existe pas, on retournera quelque chose d'autre. Donc ce qu'on va faire très simplement,
on va faire select. Alors je mets toutes les informations, moi je récupère tout. Site user, where username égale name, and user password égale password. Ok, on fait ça, pas de problème. Ici, alors ça c'est par rapport à la classe database que j'ai fait. Vous évidemment, vous faites votre requête comme vous écrirez avec PDO ou autre, comme vous l'avez appris dans le cours. Donc ce que je vous montre ici, encore une fois, c'est que du rappel, c'est simplement moi je passe par ma classe database, et vous pouvez passer par du code quelconque ou votre propre classe si vous le voulez. Donc ça c'est du coup, alors par contre j'ai une information qui est bizarre, il met des couleurs, on verra. Donc le username, bah c'est ça. D'ailleurs pour que ce soit plus lisible ici, je vais faire ça comme ça. Là. Surtout pour vous, on n'oublie pas le point virgule. Et ici, du coup, vous voyez, c'est là, pour la vérification du password, que je vais utiliser le fameux password verify. Le mot de passe, suivi. Alors le problème c'est qu'il faut que je récupère, par contre oui, il faut que je récupère le hash en fait. Que là on va récupérer le hash. Donc c'est plutôt... Est-ce que ça que j'ai mis password? Oui, mais c'est évidemment le user password hein, pour information. Vous mélangez, voilà ce que j'ai mis ici, ça correspond au hash. C'est ça que j'aurais plutôt, on aurait même plutôt, pour être plus exact, mettre user hash par exemple. Plutôt un nom plus explicite pour éviter de se mélanger. Parce que ici j'utilise password comme le mot de passe en clair en fait. Ce qui est passé ici via le formulaire. Donc comment on peut mettre l'information? On va mettre ça comme ça plutôt, voilà, ce sera plus lisible. Et d'ailleurs c'est hash, oui c'est pas username, je mets n'importe quoi, voilà. Name username, donc ça c'est bon, c'est l'information en clair. Et pour le hash, voilà, c'est du coup l'information qu'on va récupérer. Donc on a passé ça. On récupère cette information là. Faut qu'on le récupère dans tous les cas par contre. Oui, on va pas faire comme ça. Je suis en train de faire une... On va commencer juste par récupérer l'utilisateur. Enfin, c'est qu'on récupère toutes les informations, mais surtout qu'on récupère, voilà, on fait une clause seulement sur le username. Voilà, donc le username name c'est ici. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on va faire plutôt. Ça, je remets sur une seule ligne parce qu'on n'a qu'une seule information. Des fois, il me fait lui des... Voilà. Voilà, et ça ici. Donc je récapitule, voilà. On a les deux informations qu'on a stockées ici. On prépare la requête, c'est simplement une requête de sélection sur la clause de le nom d'utilisateur. Donc si le nom d'utilisateur existe. Donc c'est pas suffisant, hein. Là il n'est pas connecté si on a que cette information. Il suffit que quelqu'un connaisse votre pseudo, et généralement c'est une information qui est affichée publiquement pour se connecter. Ce serait un peu simple. Donc on récupère tout ça, pas de problème. On fait la requête. Donc là bah, vous le faites hein, comme vous le ferez de manière standard. Donc, vous verrez que c'est un peu différent puisque je passe encore une fois par une classe. Voilà, request. La requête elle est là, les champs ils sont ici. Et normalement je n'ai qu'une seule information à récupérer, donc pas de troisième argument. Ok. À partir de là, j'ai récupéré logiquement, alors on va le vérifier d'ailleurs. Normalement, si l'utilisateur, en tout cas le username existe, j'ai récupéré toutes les informations de l'utilisateur en question. Ça, c'est la première étape. Voilà. Histoire qu'on soit d'accord, parce que comme je m'étais un peu mélangé les pinceaux au début. Voilà. On rentre une information quelconque, vous voyez, je mets n'importe quoi même. Class database, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je ne l'ai pas ajouté, c'est normal. Elle va pas s'ajouter toute seule. Ok, F5, on renvoie. Voilà, ça met ok, alors ça met ok, ça... Ah oui, c'est pour le... C'est le fichier de base de données, hein. Vous inquiétez pas qu'il met ça, c'est normal. Ok, donc là l'utilisateur il n'est pas trouvé, donc j'ai qu'on n'a rien de plus. Je mets cette fois-ci un bon nom d'utilisateur. Alors je vais mettre le bon mot de passe, d'accord? Passe. La requête a bien récupéré toutes les informations, parce que ça correspond. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce qu'il faut forcément qu'on récupère le hash, parce qu'il faut qu'on compare, d'accord, le mot de passe en question.
Donc ça tombe bien, ce que nous allons faire à partir de là, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations ici. Alors ça, pour information, c'est une classe qui, au niveau de la méthode, qui fait tout proprement. Hein. Elle nettoie en fait la requête, etc. Donc tout est fait dedans, et vous voyez, tout se forme d'une seule ligne. Hein. Donc vous, évidemment, vous faites ça proprement, la connexion avec un try-catch, ensuite votre requête, le petit close cursor si nécessaire, etc. Comme je vous l'ai montré, évidemment, sur les vidéos où on travaillait en base de données avec PHP. À partir de là, deuxième vérification. Et c'est là que du coup que c'est intéressant. Si, donc là c'est password verify, correspond entre le mot de passe que l'utilisateur a indiqué, donc le mot de passe en clair, et finalement l'information en clair. Alors là, l'information en clair, d'ailleurs, ça va être, alors c'est ça que je voulais vérifier, vous voyez, ça va être ça. Donc vous voyez, j'ai un objet en fait qui est rentré, qui est fait par rapport à ça. Alors ça, pareil, hein, ça je vous apprends rien, ce sera adapté à vous par rapport à la manière dont vous avez récupéré l'information SQL, d'accord, en base de données. Mais en gros, moi j'ai rec user password. Dans mon cas, ça s'écrit comme ça. Vous, ce sera évidemment différent au niveau de la vérification à faire là. Et là, si l'utilisateur est effectivement connecté, d'accord, à ce moment-là, je vais le connecter. Et comment je vais le connecter? Ben, on va voir ça un peu par la suite. Et s'il n'est pas connecté, je vais mettre un simple message, hein, identifiant au mot de passe incorrect. Très important, petite parenthèse, ne mettez par exemple jamais identifiant incorrect ou mot de passe incorrect. Pourquoi? Parce que si vous indiquez qu'est-ce qui est incorrect parmi les deux, l'utilisateur par exemple saura s'il a trouvé le bon mot de passe ou le bon utilisateur. Parce qu'il peut y avoir certains sites qui utilisent comme identifiant une adresse email. Et ça, généralement, on va pas la montrer par exemple publiquement quand vous naviguez sur des forums ou autres. Donc si un utilisateur rentre par exemple une bonne adresse email mais pas un bon mot de passe, si vous mettez comme message d'erreur mot de passe invalide, il va se dire ah bon bah le mot de passe est invalide, mais par contre l'adresse email que j'ai entrée, elle est valide. Et vous donnez déjà la moitié des informations au potentiel pirate. Donc on précise toujours identifiant ou mot de passe, d'accord? On indique toujours que l'un ou l'autre est faux, peut-être les deux, mais voilà, on ne donne pas plus d'indications. Et on se contente juste de ça. Et là, bah, si les deux informations sont bonnes, et bah l'utilisateur écoutez est connecté. Alors juste comme ça, bah, du coup, on n'aura pas changé quoi que ce soit en termes d'état, d'accord? Mais pour le moment, on va juste se contenter d'indiquer qu'il l'est. On renvoie tout, et là il est effectivement, alors ça par contre je vais le retirer, puisque ça me... Je l'avais mis ici, il est où? Voilà, c'était ça pour faire un test. Hop, parce que je voulais évidemment tester avant la vidéo que ma classe fonctionnait bien. On renvoie OK. Donc vous voyez là ça correspond, et effectivement, comme j'ai entré ça en fait comme mot de passe, c'est effectivement comme ça que j'avais créé le hash qui est ici. Vous voyez que password verify fait très bien le boulot. Alors on va tester avec un autre utilisateur. Donc là pour le coup on a juste à faire ça, parce qu'on n'a pas initialisé de session pour le moment, on n'a pas fait. On va, alors je crois que c'est Chuck, je crois que je l'ai écrit comme ça, Chuck Norris, et lui c'était PA2SE avec un 2 à la fin. Voilà, ça le connecte aussi. D'ailleurs on retrouve les informations, etc. Alors ça évidemment, hein, du coup on n'a plus besoin de les afficher, hein. C'est là. Voilà, maintenant on fait ça proprement. Et si on met une mauvaise information, quelle qu'elle soit, alors évidemment il met non-object, c'est normal, puisque il est ici. Donc déjà on a le message, mais c'est pas ça que je voulais. C'est surtout, on va changer. Parce que si évidemment il n'a pas pu connecter, la variable ne s'est pas créée, donc il ne la trouvera pas. Voilà. Et ici, OK. Allons y arriver, très bien. On recommence, je mets n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et sinon, par contre, oui, c'est... Parce qu'en fait, il freak, mais surtout que le S, il devrait être là. Plutôt ici. Voilà. Dans tous les cas, puisque ça considère que l'utilisateur, quand même, avait une... voilà. Moins une des bonnes infos. Donc il faut qu'on puisse lui indiquer identifiant mot de passe incorrect. Et là je ne l'ai pas. Très bien. Que du coup ça sous-entend que celui-là est bon. Donc on peut partir sur... Même pas, même s'il aurait pas fallu
faire une fonction. On va pas en rajouter ça, on va juste se contenter de pour tout ce qui est authentification. De toute façon, on verra pour notamment ça, cette partie ici. Donc on va pas trop s'embêter avec cette partie-là. Je vais remettre ça déjà, même pour vous en fait, parce que c'est vrai que pour les. Moi, je les mets pas, mais c'est vrai que pour la lisibilité de la vidéo, plus pratique, ça vous évitera d'en oublier et puis après d'avoir un code qui ne marche pas. Voilà. Et là on va le remettre aussi, parce que de toute façon on va avoir d'autres choses à ajouter, hein, donc autant le mettre ici. Alors je fais gaffe parce que le problème, comme je m'enregistre, c'est vite fait de faire des erreurs. Mais attention, j'ai pas envie de vous montrer n'importe quoi. Donc je préfère revérifier. Alors, mot de passe, donc on a des informations. On fait la requête. Comme ça en plus ça permet de récapituler. On vérifie du coup qu'on a bien, via une requête, qu'on a bien récupéré un utilisateur qui possède le username indiqué. Si c'est bien le cas, tous les cas, voilà, on a ça du coup. Voilà. Donc, si on a bien l'utilisateur qui est récupéré, on vérifie son mot de passe. Et sinon, enfin, on vérifie le mot de passe et s'il est bien connecté, du coup on l'indique. Dans tous les cas, si ça n'a pas fonctionné, on va même mettre le écho, en fait, on va le mettre là. C'est pour ça que ça n'allait pas. Ça ne m'allait pas surtout. Voilà, dans tous les cas. Parce qu'ici, en fait, on va, comme on ferait sur un vrai système, on va par exemple rediriger, ou en tout cas, on indiquera autre chose. Donc on va juste faire ça. Voilà. Donc déjà, pour se mettre à jour un petit peu là-dessus, si j'entre, voilà, identifier un mot de passe incorrect. Bon déjà, si je fais juste ça, ça ferait rien. Ça, comme si ça validait pas le formulaire. Si je mets qu'une des deux infos, pareil. On l'avait déjà vu en tout début de vidéo. Si d'un coup je mets les deux informations, ça fait les vérifications. Et si une des informations n'est pas correcte, on peut vérifier juste avec le... Voilà, pas ça, pardon. Genre là, je mets le bon identifiant, je mets un mauvais mot de passe, on a bien le message d'erreur. Je mets, admettons, un bon mot de passe, mais de toute façon, il ne le vérifiera pas, parce qu'il, vous voyez, il vérifie, on fait la requête, en fait, de vérification, enfin, pas la requête, mais on vérifie le mot de passe. Comme c'est sur un hash, ça prend forcément un petit temps aussi, que si l'utilisateur a été trouvé. Donc ça nous évite en plus des opérations supplémentaires. Et là, il faut mettre un utilisateur qui n'existe pas. C'est ça, ouais. Voilà, on a le même message, très bien. Et là, d'un coup, si on fait... Voilà, qu'on le connecte avec la bonne information, ça le connecte, mais évidemment, on a le message identifiant mot de passe, c'est normal, parce que je n'ai pas redirigé sur une autre page, tout ça. Bon, il faudrait faire un... location, et puis rediriger sur l'index PHP. Attention, petit rappel pour header, enfin ici au niveau de location, il ne faut pas d'espace. Si vous mettez un espace, ça ne fonctionnera pas. Là, du coup, on refait, du coup, on va en mettre un autre. Là, et là, ça a fonctionné. Alors vous avez l'impression que non, puisque bah, vous dites on revient au formulaire. C'est normal, on n'a rien traité. Mais là, du coup, ok, on restera là-dessus. Alors bien sûr, bon là, c'est pas vraiment très propre ce que j'ai fait. Pour être honnête, hein, au niveau des messages, tout ça. Évidemment, vous pourriez gérer plus proprement ça, même l'afficher au niveau du formulaire, tout ça. Mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pour ça que là, c'est un petit peu, voilà, un petit peu mélangé là-dedans. Et c'est à vous, bien sûr, toujours de séparer, si nécessaire, l'affichage des traitements. Là, c'est un peu mélangé, et pour faire ça proprement, on ferait en tout cas autrement. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, bah, c'est de dire, voilà, l'utilisateur est connecté à partir de là, d'accord? En gros, on a la session qui va être mise au point. Donc la session mise au point, c'est là que c'est intéressant, c'est de passer par notre petite fonction là. Alors connectant pas forcément l'afficher, parce qu'on va pas le vérifier à chaque fois. De faire ceci, ok. Et là on va pouvoir, bien sûr, après enregistrer tout un tas d'informations. Alors vous pouvez éventuellement vous faire une fonction qui est enregistrée en variable de session, mais en gros à partir de là, eh ben, on peut mettre dans $session, et ici ce que vous voulez. Par exemple on peut mettre username, l'utilisateur, ici. Alors attention, pareil, à partir du moment où vous allez vouloir afficher une information d'utilisateur, n'oubliez pas d'échapper les caractères, parce que la personne pourrait mettre par exemple, bon, en même temps s'il a pu se connecter, c'est qu'a priori l'utilisateur correspond. Mais dans le doute, quand même faites attention, parce que si un utilisateur a mis, je sais pas moi, comme pseudonyme, un script JavaScript, hein, ça pourrait tout à fait arriver, et au moment où vous allez vouloir afficher son username, ça va exécuter un script, et du coup, problème. Donc toujours attention, dès qu'on passe à l'affichage d'informations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir éventuellement de l'exécution de code ou de script. Donc il faut s'assurer que voilà, quand vous allez afficher le username, il ne peut que y avoir un pseudonyme et pas autre chose. Et pas une information qui puisse être problématique pour la suite. Et après, écoutez, on peut enregistrer plein d'autres informations. C'est-à-dire que là, on peut mettre ça. Là, après, vous mettez un peu ce que vous voulez en fait. Hein. Et rank, alors rank, du coup, ça correspond à ce qu'on a récupéré de la requête.
Donc moi c'était user admin, hein, je crois. Faire vérifier pour pas dire de bêtises, user admin, voilà. Et comme ça, vous voyez, vous avez récupéré le rang en session. Donc au fur et à mesure qu'on va naviguer sur la page, on aura ces deux informations-là de l'utilisateur sauvegardé. C'est les deux seules qu'on a besoin, hein, par rapport à ce que j'ai mis dans la base ici. On va pas garder le mot de passe évidemment, et la date, je l'ai mis ici, voilà, pour qu'on ait un peu plus d'informations en base de données pour vous montrer, et nous on ne s'en servira pas. Donc ces deux informations-là, c'est déjà bien. Du coup, cette information-là, moi je vais m'en servir. C'est-à-dire là pour isLogged, je vais faire if i7 de ça, et même limite on pourrait faire en fait oui, si on va faire i7 parce qu'il faut quand même vérifier que ça existe dans tous les cas. Et après bah carrément, alors ça vous pouvez mettre directement sinon pour que ce soit explicite. On va mettre juste mettre comme ça. Et dans ce cas là vous retournez vrai. Et sinon vous retournez faux. Donc en gros si cette information existe et qu'elle est bien égale à, alors pas true, enfin si on peut mettre chose que ça correspond à 1. Mais si vous voulez vous en assurer, vous mettez ça au pire. Voilà. Et d'ailleurs c'est pas ça. C'est 0, pardon, isLogged. C'est bon. Et pour admin, bah déjà c'est de vérifier s'il est bien connecté. Donc vous voyez, on se resserre de l'autre fonction. On teste s'il est admin en connecté. D'accord. Et si c'est le cas, mais je fais vraiment des bêtises. Voilà. If ça. Donc ça on sait qu'elle existe, hein, forcément. Ah non, je mets des bêtises là. Oulala. Username, pardon. On s'en fiche en fait du rang de l'utilisateur standard. Ça nous intéresse pas. C'est limite, on est obligé forcément de le sauvegarder parce que si c'est l'administrateur, ce sera utile. Mais on veut juste savoir s'il y a ça. Voilà, s'il existe ça, on peut éventuellement vérifier que c'est pas vide ou autre. Mais déjà, bon, si on a enregistré une information là en session, vous voyez, ça a pu arriver que si on a connecté l'utilisateur. À partir de là, l'utilisateur est connecté hein, quand on est entré dans ce if là. Donc on a initialisé la session et on sauvegarde cette information là. Donc cette information existe seulement si l'utilisateur est dans l'état connecté. Et l'état connecté, on le vérifie du coup dans notre fonction grâce à ça. On rappelle l'information. Du coup, si l'utilisateur est connecté et bah, il existe même, c'est-à-dire, on va faire plutôt en deux sens. Hein. Si i7, donc il existe ça, qui a priori existe forcément, mais bon, on peut toujours le vérifier en plus, ça fait pas de mal. Et ensuite, ça c'est pour le coup très important, égal à 1. Ça c'est vous encore une fois qui l'avez déterminé comme ça. De dire bah pour moi un administrateur il a un rang à 1. Vous voyez ça va dépendre de comment vous prévoyez de distinguer chaque rôle utilisateur. Dans ce cas là effectivement on retourne. Et dans l'inverse des cas, on return false. Ok. Voilà. De toute façon. Oui voilà, il faut toujours retourner false dans tous les cas. Même si isLog le fait ici, mais voilà. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez on se sert finalement du retour de isLog pour se dire, bon bah pour vérifier que c'est un administrateur, encore faut-il qu'il soit déjà connecté. Et si c'est le cas, effectivement, on vérifie l'information là. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors là où l'information va pouvoir changer, ça va être intéressant. Ici, on va pouvoir servir de nos petites fonctions utiles là. Donc c'est bien ajouté, notamment pour le formulaire. Ça, c'est affiché dans le cas où la personne n'est pas connectée. Et si elle est connectée, j'ai peut-être envie d'afficher autre chose. Ce qu'on va faire, comment on va faire ça? If. On va faire ça en proprement. Ça, j'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur comment intégrer du PHP dans de l'HTML, enfin de l'HTML dans du PHP. Donc vous pouvez voir si vous voyez dans la playlist des tutoriels. isLog, donc on va mettre ça directement. Voilà. Encore une fois, je vous dis pas de faire de bêtises, pas aller trop vite. Endif, on fait ça. Donc s'il est connecté, on affichera quelque chose. Et sinon, voilà. Il ne faut pas se tromper. Hop. Donc si il n'est pas connecté, on affiche le formulaire. Ok, sans surprise. Et sinon, bon, on va afficher un simple message. Bienvenue. Et si on veut faire les choses proprement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, une petite sécurité supplémentaire, on récupère le username. Alors pareil, vous pouvez vous faire une petite fonction éventuellement pour récupérer, enfin après c'est
Bien sûr, à vous de voir comment vous mémorisez les informations. Moi, je passe directement par la variable de session. Et voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Ok. On va actualiser, enfin, on va revenir plutôt ici. Nous ne sommes pas connectés, d'accord? On refait, voilà, on repart de 0. Hop, pas connecté. Donc, je me navigue, etc. Vous voyez, toujours pas connecté, ça n'a pas changé. Là, je suis invité à me connecter. Je me connecte. Ok, connexion. Identifier en mot de passe incorrect. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une mauvaise information? Attendez, j'ai pas vraiment fait ça. Je fais comme... Secours. Voilà. Par contre, il y a un identifiant mot de passe incorrect qui est affiché, c'est normal. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'est pas au bon endroit. Où est-ce que je peux? Parce que là, rec... que je vais éviter de le répéter en fait. Parce que là, si ça vérifie pas, vous voyez, si le mot de passe n'est pas vérifié. Bon, je le répète, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus, mais évidemment, il faudrait faire ça mieux. Voilà. Parce que là, en gros, ça va mettre le message d'erreur si il n'a pas trop d'utilisateurs, et ça mettra le message d'erreur s'il n'a pas pu se connecter. Logiquement. Ouais, vous voyez, par contre, là, je suis connecté, voilà. Et donc ça, c'est embêtant. Mais bon, au moins ça marche, pas de problème là-dessus. Alors comment on déconnecte? Parce que là, du coup, vous dites, je peux pas me déconnecter. En gros, vous voyez, là, tant que j'ai pas quitté mon navigateur, relancer une session, en fait, eh bien, elle sera toujours enregistrée, puisqu'il y a une date minimum avant expiration pour une session, qui peut se configurer, on l'a vu également sur la vidéo pour les sessions. Donc on va voir justement comment faire la déconnexion. Parce qu'après tout, comme on a fait ça, on va inclure un petit... Alors je vais pas mettre un bouton, on va mettre un lien. D'accord, on va mettre un lien très très simple. Alors on va mettre par exemple un lien ici de déconnexion. Se déconnecter. Voilà, et là on peut passer, je vais rester sur la même page. Ouais. Éventuellement, on peut utiliser un bouton, on peut utiliser un formulaire, enfin un bouton de formulaire, ce que vous voulez, peu importe. D'accord, ça c'est vous qui voyez. Et pour la déconnexion, on va lui passer comme information. Alors soit vous vous redirigez vers une page spécialement faite pour la déconnexion. Mais moi pour simplifier, pour pas avoir à rajouter encore une nouvelle page au site, parce que sinon ça va rajouter tout un tas de codes inutilement, je fais juste ça. D'accord, ça c'est une information en get, action égale logout. Du coup, ça on s'en fiche. On va le mettre ici, mais bon, ça n'a pas tellement tellement d'importance. J'avais fait par contre le init session, je vois que je l'ai mis en deux fois. C'est ça surtout, pardon. Voilà. Pas pourquoi je l'ai mis là, vous voyez, des fois quand il y a une petite faute d'inattention, ça peut aller vite. Donc là, en fait, simplement, je vais d'ailleurs copier ce code. Hop. Voilà, i7. Alors là, pour le coup, c'est $get de action. Là, c'est moi qui passe en navigateur. C'est encore une fois, je ne veux pas faire une nouvelle page. Et vous, bien sûr, vous pouvez faire une page spécialement pour la déconnexion. Et ensuite, vous faites un header, location, qui renvoie sur la page d'accueil, par exemple, une fois que l'utilisateur est déconnecté. C'est à vous de voir. Et du coup, voilà. Donc là, l'utilisateur veut se déconnecter, à cet endroit-là. Et nous, on a fait déjà une fonction pour ça. C'est ici. Ok. Et là, vous faites un header. Là, pour le coup, ça actualise la page. Voilà, on revient sur l'index. Donc là, on était déjà en fait. On revient éventuellement ici. Dans tous les cas. Alors ce code, évidemment, puisque c'est à l'endroit où on se connecte, je l'ai mis ici. Si vous voulez proposer le formulaire de connexion sur toutes vos pages, vous le mettez par exemple sur un bandeau de navigation ou autre, et du coup dans votre template, la manière où vous gérez l'inclusion par exemple du menu à toutes vos pages web, vous aurez ce code de vérification du coup qui sera inclus. D'accord, vous n'allez pas répéter le même code à chaque fois. Moi j'ai fait en fait plus ou moins un site statique ici, parce qu'il n'y a pas grand chose de dynamique, à part la vérification en base de données pour la connexion, mais sinon tout le reste est statique. Donc bien sûr ça je vous l'apprends pas, on l'a déjà vu aussi, voir comment on faisait de l'inclusion de fichiers dans un autre.
C'est très très simple à ce niveau-là. Donc là, en gros, l'utilisateur a fait comprendre qu'il voulait se déconnecter. On nettoie la session, je rappelle, c'est ces appels à ces deux fonctions-là. D'accord? Vous voyez, on a fait les choses plus rapidement. Donc ça va virer en fait toutes ces informations-là, hein, username, rank, etc. Et ça va véritablement détruire la session. Et ensuite, on fait une redirection propre vers l'index, pas de problème. Donc là, j'actualise du coup. Alors évidemment, j'ai fait une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Ligne 7. J'ai oublié une... Voilà. Ça va vite, hein. Voilà. Ok, donc vous voyez, je peux naviguer, etc. D'ailleurs, sur cette page, vous voyez, je l'ai pas autre page, parce qu'il faut qu'on vérifie hein, que ça passe d'une page à l'autre. Les sessions. Sur Contents, hein, c'est pour ça que j'ai fait cette page-là. Je suis toujours qui vous êtes, et là, on va remettre la même information. C'est-à-dire juste ça. Mon utilisateur. Pour voir qu'il est bien passé d'un endroit à l'autre. Voilà. Et vous voyez que je peux changer de page autant de fois que je veux, l'information n'est jamais perdue. Donc si il affiche toujours mon username ici, c'est qu'a priori, bah, je suis toujours dans l'état connecté. D'accord? L'information en session existe tout le temps. Maintenant, je fais. Alors d'ailleurs, oui, j'ai mis l'information. Mais bon, il y aura une erreur sur page parce que j'ai pas mis de test, mais pas grave. Je fais se déconnecter, et là, vous voyez, hop, on est revenu ici. Et là, si je vais sur page, il y aura une erreur parce que oui, l'information n'existe plus. Mais au moins, ça vous montre qu'effectivement, on a bien nettoyé la super globale $_session, et l'information n'existe plus. Donc ça, petit point important à savoir. Maintenant, on fait ça. Si à un moment donné, vous avez besoin d'un accès spécifique, à une page d'administration ou n'importe quoi, je ne vais pas vous forcément vous montrer là, pour vérifier que l'utilisateur est admin, hein, on peut le... Et tout bêtement, on pourrait même le faire comme ça. On va faire très simple. If isAdmin. Et là, encore une fois, le fait de passer par vos fonctions, ça vous évite de retaper toujours le même code. D'accord? Donc là, on va très vite savoir, du coup, si effectivement, c'est bien l'administrateur qu'on a ou pas. J'ai oublié des parenthèses, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pourquoi je mets des... Je sais pas, ça fait 2 fois en fait que j'ai pas envie de mettre les parenthèses autour du if. C'est pas grave, bon bref. Vous voyez, donc voilà, nouvelle page, admin. Maintenant, écoutez, on va faire ça mieux. On va faire ça là. On va connecter Chuck Norris qui lui n'est pas un admin. On le reconnaît bien, d'accord. Si je vais sur page, vous voyez que le message d'administration n'est pas affiché. Voilà, donc là je vous ai fait l'exemple sur un simple affichage de texte. Bien sûr, imaginez une section administration, et bien toutes vos pages qui sont relatives à l'administration de votre site, en tout début de page, tout simplement, d'accord, avant tout accès à la page, vous faites la vérification. Est-ce que l'utilisateur est un administrateur? Si oui, oui, sinon vous indiquez que l'accès est non autorisé, voire même carrément, hein, vous pouvez directement faire une redirection de la page vers la page d'accueil. Comme ça, voilà, pour indiquer que non, en fait, on te dégage directement. Voilà, tu repars, on veut pas te voir. Donc ça, c'est important, voilà, d'avoir ces informations-là aussi sous la main et de le savoir. Et je pense, on a 1 heure de vidéo, donc c'est pas mal. De toute façon, c'est, voilà, vous savez, les tutoriels, comme on va bien dans le détail sur plein de choses, c'est des vidéos qui prennent un peu de temps, mais au moins vous avez toutes les informations qu'il faut, ou en tout cas toutes les informations que je voulais vous donner. J'aurais pu vous montrer d'autres petites choses, mais je pense que vous avez déjà largement de quoi faire. Donc je récapitule très rapidement, très simplement. Encore une fois, voilà, le système d'authentification, n'oubliez pas, hein, gardez en tête que c'est un système d'état, d'accord? C'est-à-dire que vous devez en fait choisir vous-même comment vous distinguer un simple visiteur d'un utilisateur qui est connecté, donc qui est membre de votre site, votre espace, voire administrateur, chef technique, développeur, enfin peu importe, vous pouvez créer tout un tas de rôles. Vous définissez ces rôles clairement en base de données, d'accord, dans la table de vos utilisateurs. Vous stockez vos mots de passe de manière hachée, de préférence, d'accord, plutôt que le chiffrement. Un petit hash ça suffit. Et on utilise voilà, password hash, password get info, password needs rehash, password verify pour faire toutes les vérifications, comme je vous l'ai montré là. On fait une requête, on récupère les informations qu'on veut, d'accord. À partir de là, on compare le username et le mot de passe, donc c'est-à-dire le hash, en l'occurrence du mot de passe. Si les deux informations sont bonnes, on connecte l'utilisateur en mémorisant les informations que vous voulez dans la super globale de session. Et une fois que vous considérez que l'utilisateur veut se déconnecter ou est déconnecté, vous pensez à bien tout supprimer en faisant ça proprement avec différentes fonctions ici.
Voilà, donc là je vous ai montré le système minimal, d'accord, qui est tout à fait réutilisable, à compléter bien sûr pour que ce soit bien adapté sur votre site, parce que là, bon, hein, on va pas se le cacher, je vous ai fait un truc d'exemple, mais je vous ai pas fait de design avec voilà, une vraie mise en page, avec un joli menu, etc. Le but c'était pas vous montrer de l'HTML ou un design, tout ça, c'était de vous montrer comment que ça s'agence et qu'on avait bien l'information d'un côté ou de l'autre. Donc on peut s'en servir également pour par exemple faire un panier, hein. Vous faites un système e-commerce, et dans les variables de session, vous stockez le panier d'un utilisateur, et du coup il peut naviguer d'une page à l'autre, tout cela sera conservé, d'accord? Donc on peut gérer ce système-là. Petit bonus également, comment on fait par exemple une fois qu'on a un système, un espace membre qui est créé, parce que c'est un peu ça en fait, hein, oui, c'est aussi simple que ça. Comment on fait par exemple pour un système de profil? C'est pareil en fait, quand vous allez sur la page de profil de l'utilisateur, vous faites éventuellement une requête, alors soit vous faites une requête de l'utilisateur pour récupérer toutes les informations, soit vous les avez déjà récupérées en variable de session, ça va dépendre. Et à ce moment-là, vous affichez les informations du profil d'utilisateur, vous lui proposez éventuellement de les modifier, d'accord? Donc ça nécessitera bien sûr des requêtes s'il veut modifier son email, son mot de passe ou d'autres informations. Et voilà, c'est toujours aussi simple que ça. J'ai volontairement pas montré ce que ce n'était pas, ça concerne pas l'authentification pure et simple, comment par exemple conserver, d'accord, une session même quand on a quitté son navigateur, mais je vous donne la petite indication si ça vous intéresse, parce que je pense pas que je ferai de vidéo là-dessus. Je peux pas de toute façon faire une vidéo pour chaque cas particulier en programmation web ou programmation tout court, sinon on aurait 2 millions de vidéos faciles. Vous pouvez tout simplement vous servir des cookies. En gros, vous utilisez un cookie, quand l'utilisateur par exemple réaccède à votre site, à sa page, on vérifie si le cookie en question existe. Donc attention, ne mettez pas d'informations en clair dedans, hein. Si un pirate récupère le contenu d'un cookie, il a toutes les informations. Ça fonctionne pareil, hein. Donc on met éventuellement une information hachée, chiffrée, enfin ce que vous voulez. Et si vous trouvez que le cookie existe, que les informations sont bien précises et indiquées dedans, vous connectez automatiquement l'utilisateur, sans qu'il ait besoin de refaire le formulaire. On peut choisir ce système. Sinon, vous pouvez dans tous les cas choisir qu'une session expire au bout d'un certain temps, mais sinon, la session va expirer quand l'utilisateur aura fermé son navigateur. Donc si vous voulez pas que votre visiteur se reconnecte à chaque fois qu'il revient sur votre site, hein, qu'il a quitté par exemple la page et qu'il revient dessus, vous pouvez utiliser ce principe de cookie et mettre un petit bouton, vous avez peut-être déjà vu ça sur certains sites, se souvenir de moi, etc. Vous savez, vous mettez une case à cocher. Et si la personne veut qu'on se souvienne en fait de ses identifiants, vous utilisez un simple cookie pour pouvoir faire ce système-là. C'est très simple à développer, très simple à mettre en place, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. De toute façon, vous avez étudié les cookies, on a fait une vidéo dessus. Donc éventuellement, si vous voulez vous entraîner pour aller plus loin avec ce tutoriel, n'hésitez pas à développer cette petite fonctionnalité supplémentaire et vous verrez que ça n'a rien de compliqué. J'espère en tout cas que c'était suffisamment explicite, que vous avez eu toutes les informations que vous voulez dans cette vidéo. S'il y a des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Voilà, j'ai essayé de ne pas aller trop vite, de ne pas trop me mélanger non plus avec tout ça pour rester dans le sujet même du tutoriel et pas trop s'éparpiller sur le chiffrement, les bases de données, etc. Pour pas trop se mélanger, même si vous voyez quand même que ça fait appel à tout un tas de notions différentes, juste pour ça en fait. Pour autant, je pense pas que la notion en elle-même soit compliquée, c'est pas compliqué à mettre en place. Voilà, une fois que vous avez compris que on doit juste distinguer un simple visiteur d'un utilisateur, après c'est à vous de choisir comment vous faites cette distinction, et vous mettez ça en place, et quoi de mieux pour mémoriser des informations que les sessions, pour que ça transite de page en page, et bien on se sert tout simplement de ça. Voilà, c'est aussi simple. C'est simple comme bonjour, j'ai envie de dire. Et voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à mettre tout ça en place, mettre le petit système de cookies si vous voulez, comme je vous ai expliqué. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, et s'il y a moindre de questions, je viendrai bien évidemment y répondre. A bientôt tout le monde, ciao ciao.